17h, 19h, l'actu autrement. Avec Rosa Méziane et Malik Ketou sur Beurre FM. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Beurre FM. Très heureuse de vous retrouver dans l'actu autrement, tous les vendredis de 17h à 19h. 2 heures de débat intense, d'échanges, de discussions pour décrypter l'actualité. Bonsoir à tous. Nos invités au micro de ce soir, Pierre-Henri, président de France Fraternité, ancien DG de France Terre d'Asile, chercheur associé à l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité de l'Europe. Bonsoir. Bonsoir. Nora Lakea, l'agente d'élite, première femme recrutée dans les renseignements, spécialisée dans l'antiterrorisme, Robocop, comme elle se surnomme elle-même dans son livre. Bonsoir. Bonsoir. Ergun Toparslan, porte-parole de Territoire de Progrès, l'aile gauche de La République En Marche. Bonsoir. Bonsoir. Et Aziz Seni, entrepreneur chevronné, membre de la direction du MEDEF. Bonsoir. Au sommaire de ce soir, l'agression par balle de 2 policiers dans le Val d'Oise qui se trouvaient en surveillance à Herblay. Violemment agressés par 3 individus, le pronostic vital d'un des 2 agents est engagé. On en parle dans un instant. Puis nous reviendrons sur les polémiques de l'apprentissage de l'arabe à l'école. Selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, l'apprentissage de la langue arabe pourrait réduire le pouvoir des religieux, alors qu'à droite, des hommes politiques s'élèvent contre son apprentissage, l'accusant notamment de nourrir le communautarisme. Enfin, nous reviendrons sur le sondage IFOP, donnant Marine Le Pen en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Vote d'adhésion ou vote de contestation, pourquoi l'extrême droite séduit-elle autant ? Vous êtes dans l'actu autrement et on en parle tout de suite. C'est parti. 17h, 19h, l'actu autrement. Avec Rosa Méziane et Malik Ketou sur Beurre FM. Je vous le disais dans le sommaire, 2 policiers ont gravement été agressés par balle dans la nuit de mercredi à jeudi dans le cadre d'un repérage des lieux pour une prochaine intervention. Pris à partie par 3 individus pensant que les 2 agents étaient de la communauté du voyage, ils ont été roués de coups après avoir montré leur carte professionnelle de police. Puis, les malfaiteurs ont dérobé leur arme de service avant d'en faire usage contre eux à au moins 7 reprises. Le ministre de l'Intérieur parle de massacre et le parquet a ouvert une enquête pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique en bande organisée. Alors Nadia Lakeal, je le rappelle, vous êtes policier, vous avez été sur le terrain. Est-ce que vos collègues aujourd'hui sont devenus des véritables cibles ? Bonsoir Rose, en fait moi c'est Nora. Pardon, je vous ai appelé comment ? Nadia, pardonnez-moi. Non mais c'est pas grave. Et en fait, Nadia Lakeal est une élue à Lyon et effectivement, j'ai confondu. Nora, pardonnez-moi. Écoutez, moi, dans un premier temps, j'en ai des frissons à chaque fois que je réécoute cet événement, parce que je repense à mes collègues. C'est catastrophique ce qui se passe. Ça aurait pu m'arriver il y a quelques années quand j'étais en filature surveillance antiterroriste. Donc, écoutez, que dire de plus à part que... comment dire ? J'ai l'impression qu'en fait, il y a les délinquants, les voyous, qu'on appelle les voyous, ne se donnent plus aucune limite dans la violence et dans l'abject. Donc moi, maintenant, la seule chose à laquelle je pense, c'est le rétablissement de mes collègues, avant tout. Et ensuite, écoutez, j'espère que l'enquête va avancer rapidement et que ces individus vont être attrapés. Vous partagez du coup le ressenti du ministre de l'Intérieur qui explique qu'on a un ensauvagement de la société. C'est ce que vous ressentez ? Écoutez, moi après, je rentre pas dans les débats sémantiques parce que de toutes les façons, moi je suis astreinte au devoir de réserve et que de toutes les façons, je ne peux pas m'exprimer comme ça. Et sur cette montée de la violence dans la société. Ah oui, bien évidemment, mais de toute façon, on la voit partout, cette montée de la violence. C'est dramatique. On voit sur les 20 dernières années. Moi, je suis rentrée dans la police il y a 22 ans. On l'a vécu, on la voit partout. On la voit aussi bien, ne serait-ce que dans les médias, les gens, comment ils s'insultent, s'invectivent. Sur Twitter et les réseaux sociaux, c'est un déferlement de haine. Les élèves ne respectent plus les profs. Voilà. C'est un climat généralisé de violence. Oui, je pense, ouais, tout à fait. Je vous vois sourire, Pierre-Henri. Enfin, je vous ai vu, on va dire un peu surpris par. L'événement ne prête pas à sourire. J'ai une grande émotion devant cette tentative de meurtre, évidemment. Alors même si la fonction de policier amène, notamment dans la lutte contre la grande criminalité, à être exposée. Et ce n'est pas une chose nouvelle. Évidemment, et j'espère que les auteurs de cet acte infâme seront retrouvés rapidement. Simplement, dans votre présentation, moi, il y a quelque chose qui m'a aussi interpellé.
et sur lequel je veux attirer l'attention. Vous avez dit que les auteurs de ces actes pensaient avoir affaire à des gitans. C'est assez étrange, et donc à partir de ce moment-là, déferlement de haine vis-à-vis des gitans, des tziganes, etc. Puis il y a un deuxième fait qui m'interroge beaucoup, périphérique à tout cela, c'est que dorénavant, vous parliez de la violence, et avec juste raison, des réseaux sociaux. Dorénavant, dès qu'il y a un événement grave, la photo des prévenus se retrouve immédiatement sur les réseaux sociaux. Ça a été le cas, par exemple, lors de la dernière affaire avec ce jeune Pakistanais de 25 ans qui, aussitôt arrêté, la photo s'est trouvée diffusée sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et moi, ça m'interroge. D'ailleurs, il y a eu une enquête d'ouverte de la part du parquet. Et c'est exactement la même chose dans l'affaire d'Herblay, à tel point que les commissaires de police se sont crus obligés de demander que l'on ne diffuse pas cette photo. Mais diable, que se passe-t-il dans les commissariats? Comment se fait-il que des éléments c'est pas nouveau, de l'enquête... Vous n'êtes pas surpris de ce genre de choses? Oui, mais vis-à-vis de nos auditeurs, moi, je partage cet étonnement. Si, c'est très nouveau. C'est très nouveau qu'il y ait cette mise à l'index immédiat, sans même que la justice ou que la police ait fait son travail. Et je trouve cela très problématique. Ça a toujours existé, je veux dire, il y a toujours eu des fuites de part de certains policiers proches de certaines tendances étiquettes politiques. En l'occurrence, on n'a pas une fuite, on a des policiers. Il y a un des deux policiers qui a été interrogé et qui a expliqué en fait pourquoi ces trois individus sont venus vers eux. Et donc visiblement, c'est parce qu'ils pensaient... Je parle des photos. Des photos, là. Les photos, pour moi, c'est la société de l'émotion. On vit sur l'émotion. L'émotion, parmi les émotions, il y a la peur, il y a la colère. On réagit. Moi, je ne vais pas rentrer dans le fond de l'enquête. Il y a tellement eu d'histoires où, finalement, entre ce qu'on a dit au départ et à l'arrivée, quand les policiers ont fait leur travail, la justice a fait son travail, on se retrouve entre un constat et un résultat d'enquête tellement différent. Moi, j'ai une pensée pour ces policiers, bien évidemment, qui ont fait leur travail, et j'ai une pensée pour les bons policiers, les très bons policiers dont on a besoin. Je pense à leurs familles qui sont exposées. Je ne sais pas qui d'entre vous a envie de se faire trouer la peau pour 2500 € par mois. Pas moi. Ils sont mal payés, ça manque de moyens. Je pense à eux, à tous ceux qui font bien leur travail. Mais effectivement, il y a une américanisation de la société. On est face à des gens qui il y a une perte de repères. L'autorité, tout ce qui représente l'État, c'est décrédibilisé. Le respect n'est plus imposé. Alors moi, je suis de ceux qui pensent que le respect, ça se donne naturellement ou ça se prend. Et manifestement, ni la police, ni la justice, parce qu'il y a un travail aussi de la justice qu'il faut mettre sur la table, qui décourage parfois les policiers. Donc peut-être qu'on va découvrir, je dis peut-être, on peut lancer 50 hypothèses. Le temps de la justice n'est jamais celui de l'enquête. Est-ce que ce sont des récidivistes? Est-ce que ce ne sont pas des récidivistes? Dans quel cadre ça s'est passé, etc. Moi, ce que je constate, c'est qu'on est dans une société de plus en plus violente. Il n'y a plus de repères. Les médias contribuent largement à ça. Allumez les chaînes d'infos, voyez les plateaux, l'invective, l'insulte, l'irrespect, on ne débat plus. Il n'y a plus le temps d'aller dans le fond. Et tout ça, rejaillit sur les plus jeunes, ceux qui sont peut-être les moins outillés. J'excuse pas, j'essaie d'expliquer et de comprendre, mais j'ai l'impression d'être aux États-Unis dans les années 90. Un flic qui vous contrôle, je sors le pétard, je tire. Mais là, en l'occurrence, on n'est même pas sur un contrôle qui dégénère. On n'est pas sur anciennement quand on voyait des braquages où les policiers arrivaient, ou parfois les brigands faisaient feu. Enfin, là, on comprend pas en fait comment ça a pu s'envenimer au point que les deux policiers se retrouvent désarmés. Et pire encore, qu'on tente de les assassiner. Moi, j'ai le sentiment quand même qu'on a passé une étape, un contrôle qui dégénère, on en a connu depuis des années. Mais là, est-ce que c'est un phénomène nouveau, Nora ?
Écoutez, en tous les cas, c'est un phénomène très inquiétant. Effectivement, moi, j'avais pas. Enfin, vous vous souvenez, il y a aussi les collègues qui ont été pris à partie qui sont pris des cocktails Molotov. Hein. Ouais. Donc, ils ont brûlé au sein de leur véhicule. Voilà, donc c'est pas si nouveau que ça. C'est juste que comment dire, c'est très inquiétant. Mais là, on était sur des échauffourées, on était sur une intervention un peu complexe. Non, en fait, c'était les collègues qui surveillaient, qui faisaient attention à une caméra de surveillance. Et en fait, les gens du quartier n'ont pas supporté et ils ont donné rendez-vous et puis ils sont allés en découdre avec les policiers. Mais c'est-à-dire que du quartier, certaines personnes du quartier, bien sûr, oui, ne pas tout amalgamer, mais effectivement, ce sont des personnes qui faisaient des choufs dans le coin, présents, en tout cas dans le quartier, voilà, qui n'ont pas supporté. Et donc les moyens maintenant, c'est plus des pierres, quoi, c'est des cocktails Molotov. Donc où est le respect de l'être humain dans tout ça? C'est ça la différence, quoi. Le sentiment que j'ai, c'est que c'est-à-dire qu'on reste fixé sur l'uniforme, mais pas le reste. Voilà, exactement. C'est pas tant les personnes qui, bien évidemment, je suis sûr que ce sont les personnes et les victimes de cette agression étaient des inconnus pour les agresseurs. C'est le symbole. C'est agresser cette police que l'on considère plus comme un outil de protection de tous, mais comme un ennemi, comme un adversaire. Et excusez-moi, je vais le dire dans l'autre sens. C'était un adversaire, c'est devenu un ennemi à abattre. Donc il y a une problématique sur le lien entre la police et un certain nombre d'individus qui la voient comme un ennemi et qui passent à une vitesse supérieure d'un point de vue de réponse violente. Ça, c'est inacceptable. Il faut que la police se ressaisisse et elle ne peut pas se ressaisir toute seule. Il faut l'aider. Il faut l'aider au plus haut niveau. Il faut aussi que la population accepte d'avoir une bonne police. Ça ne veut pas une bonne police, et je souligne bonne police parce aujourd'hui, la police n'est pas aidée par son ministère ? Non, en termes d'image, en termes de moyens. Dans une autre vie, j'ai rendu un rapport à un certain Jean-Louis Borloo sur la prévention de la délinquance. J'ai fait un tour dans les commissariats, discuté avec les policiers de terrain, les commissaires, etc. C'est une profession qui a le moral dans les chaussettes. Pas soutenue, pas aidée, mal payée, un manque de moyens. Si vous voyez juste les voitures, l'état du parc de véhicules. Vous parliez en off, on parlait de l'entraînement. Peut-être que Nora pourra nous dire son avis, mais le nombre de cartouches, par exemple, l'entraînement chaque année par un policier, c'est vraiment petit. Donc non, il y a une police qui a le moral dans les chaussettes et qui n'est pas soutenue par la justice, qui a le sentiment, c'est un débat très vieux entre l'intérieur et la justice. Alors, juste, est-ce que ça concerne que la police? Parce qu'aujourd'hui, on fait également des guet-apens à l'égard des pompiers, parfois des médecins. Donc au final, est-ce que cette violence est juste à l'égard du bleu de l'uniforme? Parce que c'est plus profond que ça, j'ai le sentiment. Je pense que c'est beaucoup plus profond. C'est pas qu'à l'égard des policiers. Malheureusement, on a un souci par rapport à la représentation étatique dans certaines parties du territoire. On a balayé tous les... Un pompier qui vient sur un incendie, c'est-à-dire qu'un pompier... c'est pas quelqu'un qui vient soigner, c'est un étranger. C'est-à-dire, pour eux, c'est un étranger. C'est-à-dire que le pompier... Donc c'est une question de territoire. Bien sûr. C'est intéressant ce que vous dites. Bien sûr. C'est-à-dire le pompier ou bien le SAMU, ils vous voient tout le monde, ils sont respectueux, ils font pas de discrimination. Si quelqu'un tombe malade ou il y a un appartement qui brûle, ils regardent pas l'origine ou quoi que ce soit de la personne. C'est entre guillemets l'accusation qu'on envoie à certains policiers qui justifieraient certains actes. Donc quand on voit que c'est pas que les policiers, c'est que là c'est également les pompiers, etc. On voit que le problème il est beaucoup plus profond. Maintenant il y a deux aspects à tout ça. Ça a été dit tout à l'heure. La société est de plus en plus violente, la violence est de plus en plus visible. On le voit. Ça a choqué pas mal de monde, mais ne serait-ce que il n'y a pas très longtemps de ça, lors des manifestations des Gilets jaunes, on voyait des personnes qui frappaient avec des bâtons en direct sur France 2 à des policiers. Ça a choqué un peu tout le monde. Donc, l'époque, elle est très spéciale par rapport à ça. Pour régler les problèmes de fond, là, ce qu'on constate sur cet événement-là, qui est tragique bien évidemment, c'est que c'est encore un événement en plus des autres. Là, quand les mecs ils leur disent on n'est pas des gens du voyage, on est des policiers, et ben ils continuent les mecs. C'est-à-dire que c'est pas presque même accentué. Ça a même accentué la chose. On se retrouve juste dans un instant. Merci d'être à l'écoute de l'actu autrement. Pierre-Henri, on a vu, je vous ai vu réagir tout à l'heure quand on parlait de la police, des pompiers, des médecins parfois qui étaient agressés également dans les quartiers. Vous vouliez intervenir? Oui, je pense qu'il y a une grande confusion dans la tête d'une partie de l'opinion publique et qui souvent vit dans des quartiers défavorisés. Je rappelle que les missions de la police, elles sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord assurer la sécurité des biens et des personnes. Il y a la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la grande criminalité. Il y a le maintien de l'ordre public.
Et la prévention également. Et puis, évidemment, de la prévention, de l'aide, etc. Et on a vu surgir un certain nombre de polémiques ces dernières années, ces 3 dernières années, autour de la notion du maintien de l'ordre et de la conception que la police française avait de ce maintien de l'ordre. Et à partir de là, je crois qu'il y a eu un basculement dans une partie de l'opinion publique, considérant que la police était forcément opposée à un certain nombre de gens, menait des actions discriminatoires, etc. Donc je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur le rapport police-citoyen qui est absolument indispensable. La suppression de la police de proximité n'a pas été, à mon sens, une très bonne Ça vous inquiète idée. Aujourd'hui, par exemple, dans les manifestations, que Bien tout le monde sûr. crie et tout le monde déteste la police Mais bien entendu que ça m'inquiète, même s'il y a une partie qui est folklorique. Du slogan. Oui, du slogan. Il y a quand même, Mais suicidez-vous. Enfin, il y a quand même des slogans évidemment, très violents à l'égard des policiers. là, il y a une question de fond qui intéresse le ministère de l'Intérieur, mais qui intéresse l'ensemble des citoyens. Et puis ensuite, il y a d'autres missions. Et encore une fois, les missions contre le terrorisme, les missions contre la grande criminalité. Évidemment que vous avez un certain nombre de gens qui sont exposés. Et ce qui s'est passé là est tout à fait dramatique. Mais je crois aussi qu'il faut réinstaurer dans la tête des gens ce que sont faire de la pédagogie, pour le coup. Et ce que sont les... Moi, je voudrais quand même souligner une chose. C'est que moi, j'ai pas le sentiment que ce Vas-y, soit une Séni. défiance des citoyens à l'égard du besoin de sécurité ou du besoin d'un ordre républicain garanti par ces policiers. J'en veux pour preuve les études qui sont faites en termes d'image entre la police et la gendarmerie. Vous aurez jamais dans les manifestations des pancartes contre les gendarmes. Vous demandez autour de vous, quelle image avez-vous de la gendarmerie? Globalement, c'est bon. Tu t'es déjà fait contrôler par les gendarmes? Ah oui, c'est toujours respectueux, c'est carré, c'est cadré. Vous n'aurez pas C'est une question de quoi? De formation? Je pense qu'il y a une problématique de recrutement, de formation, encore une fois, de moyens, et puis aussi de communication. Il y a un comportement peut-être de certains policiers. Alors attention, il ne faut pas qu'on donne le sentiment, et que je donne le sentiment dans ce débat, d'essayer de justifier l'injustifiable. La police doit se faire respecter, on en a besoin. Mais elle souffre d'un certain nombre de problématiques. Le recrutement, le management, le soutien, les moyens, et puis l'image. Je trouve que la police, elle communique version grand-papa. Il faut qu'elle se mette en 3.0 et qu'elle aille vers ceux... Elle essaie. On n'a pas besoin de policiers bac plus 5 non plus. À un moment donné, il faut arrêter de tout le temps faire cette opposition avec ce truc. question. Si, ce qu'il y a derrière... C'est pas une question. Alors, Non, mais justement, moi, je suis pas sûr. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce deux choses différentes. Parce que la continuité de la réflexion, on les a, ce genre de discussion. Si on peut juste s'écouter. Oui, mais les gendarmes, ils ont été formés. Non, mais il faut arrêter. Un policier, il n'a pas besoin d'avoir... C'est une réalité quand même de la police nationale. Aujourd'hui, le niveau d'études est quand même de plus en plus... Enfin, les prérequis sont de plus en plus bas. Et parfois, il y a des mécanismes de comportement qui peuvent poser problème. Mais je suis pas d'accord avec ça. Vous avez le droit d'en parler. Non, je suis clairement pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des policiers surdiplômés. Effectivement, il y a un problème d'image. Il y a une partie qui concerne la police également. Mais je pense que le vrai problème, le souci majeur, c'est dans notre représentation de cette autorité qu'on a du mal à faire accepter. Et la société actuelle nous prédit du pire dans ce sens-là. C'est ça qui nous inquiète. Vous faites partie de la majorité présidentielle. Oui. Aujourd'hui, on a le sentiment quand même qu'à chaque fois qu'il y a un fait divers, le ministre sort les gros bras, on se déplace, on fait des grandes messes face aux médias. Okay. Et puis, jusqu'au prochain fait divers. Concrètement, qu'est-ce qui est mis sur la table pour que cette situation change ? Il y a des moyens supplémentaires de la police qui ont été décrétés. Parce que dans les commissariats, ça râle toujours autant. Ça râlera toujours autant, je comprends ce problème-là. Il y a des réformes de la justice qui ont été proposées entre-temps, avec un nombre de greffiers, un nombre de policiers qui augmente. Il ne faut pas oublier que derrière tout ça, on parlait tout à l'heure d'un rapport qu'avait fait M. Séni à Jean-Louis Borloo. Sous la droite, on a eu 10 000 suppressions de postes. Ça ne nous a pas beaucoup aidé pour essayer de rattraper le coup derrière. Et le quinquennat précédent n'a pas été
suffisamment au rendez-vous. J'aime Donc, bien la sémantique sous la droite. Ça sous-entend qu'ils sont sous la gauche aujourd'hui. Non, sous la droite, sous Jean-Louis Borloo, sous le gouvernement où Jean-Louis Borloo était ministre, si vous voulez. Qui est très connu pour être de droite, voilà, centriste. En tout cas, c'est ce gouvernement-là qui a supprimé 10 000 postes. La question de la délinquance ou la question de la violence dans la société, c'est qu'une question de droite ou gauche. J'ai pas le sentiment je ne pense, que quand je on ne est pense pas, malfrat, on fait attention au gouvernement qui est en place. Mais à un moment donné, il ne faut pas dire que le gouvernement ne fait pas suffisamment pour la police, ne fait pas assez pour la police et la justice, qu'il y a une. Non, mais il y a un malaise. Il y a quelques temps, on a eu des policiers qui ont jeté leurs menottes. Il y a même un ministre qui s'appelle Monsieur Castex qui a démissionné sous la pression de moyens. Nora, on écoute s'il vous plaît. Pas Castex. Messieurs, je sais s'il vous plaît, je suis la seule femme invitée, mais si vous pourriez me laisser un petit peu parler, ça serait sympa. Nora Laclais, merci beaucoup. Donc en fait, moi j'étais invitée parce qu'en fait j'ai écrit un livre. Donc je ne suis pas du tout syndicaliste, je ne rentre pas dans ces débats-là, je viens présenter mon livre en expliquant justement qu'il faudrait s'occuper de nos jeunes pour pouvoir éviter de les faire basculer ou dans la délinquance ou dans le terrorisme. Voilà, parce que généralement, l'oisiveté et l'inculture laissent la place à toutes les idéologies. Voilà, ça c'est le but de mon livre. Maintenant, je suis invitée ici et je me retrouve à entendre des choses qui je ne peux pas ne pas réagir. C'est-à-dire que... et pourquoi pas un policier diplômé, monsieur ? Non mais aussi, mais on va pas leur faire ce reproche. Non mais enfin je veux dire, non mais je veux dire, on peut être diplômé, on peut être pas diplômé, on peut être diplômé et vouloir être sur le terrain. Oui, bien sûr. Je veux dire, voilà, moi je suis diplômée. Il faut savoir, vous parlez de problème de recrutement, mais attendez, moi je vais vous dire, j'ai vu l'évolution dans les 20 dernières années. Je vais vous dire, le recrutement, je vais vous dire, il est mais vraiment à un haut niveau, c'est-à-dire que les collègues, non seulement souvent, ils ont fait d'ailleurs des études et de tous horizons. Hein, il y a des étudiants en sociologie, d'histoire, des masters et tout, hein, en gardien de la paix. Donc voilà. Et en plus, ce sont des gens qui sont hyper sportifs. Ce sont des gens, parce qu'il fut un temps où c'était pas du tout ça, ce recrutement-là. Hein, c'était plutôt autre chose que le sport. Donc je veux dire, moi, en termes de recrutement, je trouve que franchement, il y a eu une évolution très positive. Voilà. Et donc, moi, j'en profite pour vous dire, écoutez-moi bien, moi, il y a des gens, il y a des collègues, effectivement, qui n'ont pas leur place chez nous. Il y a des collègues qui sont violents, il y a des collègues racistes. Ça, on le sait. Et actuellement, le ministère de l'Intérieur fait le nécessaire. C'est quelque chose pour que vous avez vécu à titre personnel de l'intérieur. Bien évidemment. Moi, je l'ai écrit quand je suis arrivée. C'est là où j'ai découvert que j'étais arabe. J'ai été traitée de crouille. J'ai été traitée, des mots hors du commun. J'avais jamais entendu Donc on peut s'imaginer que si vous... en tant que policier, au sein de cette corporation, vous l'avez vécu, qu'il il est clair que certains le vivent en tant que citoyens quand ils se font contrôler parfois. Mais bien évidemment. Mais moi, ce que je veux dire, c'est stop aussi, parce qu'on est toujours sur la lutte contre la stigmatisation sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que voilà, les gens des quartiers, effectivement, il y a des délinquants, mais ce ne sont pas tous des délinquants, on est bien d'accord. Et ben voilà, la police, c'est pareil. Il y a des brebis galeuses, mais ce ne sont pas... Pas d'amalgame pour tout le monde. Exactement. Je voudrais un pas d'amalgame pour tout le monde. Et je pense que aussi, nous aussi, c'est notre travail aussi, parce que quand on entend des débats pareils, on a l'impression que finalement, en fait, le policier, c'est quoi ? C'est un neuneu qui aurait plutôt tendance à vouloir aller se friter à droite à gauche. Nous aussi, on n'aide pas quand on fait ce type de débat. C'est pas quelqu'un qui veut qui aime la bagarre. Voilà. Qui veut donc juste si on veut que la société change aussi sa vision sur le policier et sur le représentant de la loi, il faut aussi qu'on commence, nous aussi, quand on a des débats comme ça, à essayer de mettre aussi un peu en valeur ce qui existe, parce que je vous dis sincèrement, il y a plus de choses à mettre en valeur que des choses à montrer du doigt, honnêtement. Mais je pense que tous autour de la table, on partagera. Néanmoins, ça n'empêche pas les policiers qui aiment leur métier, qui l'ont choisi et qui ont le sens du service, à parfois commettre l'irréparable quand ils sont sous le terrain, ou pire, parfois se retrouver à penser à des idées suicidaires parce qu'ils sont usés, fatigués. Enfin, donc il y a un malaise qui est réel dans la société qu'on ne peut pas non plus balayer d'un revers de la main. Tout à fait, mais parce que le malaise de la société, pourquoi il épargnerait les policiers ? On fait partie de la société. Faut nous inclure dans la société. Voilà, on peut être triste, on peut être malheureux, on peut se suicider, on peut... Bien évidemment. Et c'est pour ça que c'est un travail. On ne peut pas attendre tout de l'État non plus. Et je pense que c'est nous aussi, travailler tous les jours, en parlant à nos enfants, dire aux enfants, voilà, il faut respecter les policiers. C'est un problème d'éducation, en fait, mais bien évidemment, problématique de lien entre les citoyens et la police. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Nous aussi, on fait... La société, finalement, c'est qui ? C'est nous. Moi, je suis désolée, je suis obligée de dire à mes enfants de ne pas dire qu'ils sont des enfants de policiers. Vous trouvez ça normal ? Normalement, ça va être une fierté. Et voilà, donc on s'invente. Je dis, voilà, on est prof, ou on est... voilà. Donc ça aussi, c'est un travail, mais c'est à nous tous de nous mettre dans cette position, dynamique-là. Okay. Voilà.
Pour lutter contre la délinquance, Rachida Dati demande que l'État impose pour les villes de plus de 100 000 habitants une police municipale armée. Vous en pensez quoi ? Moi, je suis plutôt favorable à la police municipale dans le sens où elle a des aspects complémentaires à la police nationale. Est-ce que c'est pas l'État qui se désengage le fait de vouloir créer des polices municipales ? L'État, c'est également les mairies. Je veux dire, c'est pas des sociétés autonomes ou quoi que ce soit. Donc après, certaines mairies font le choix de donner plus de responsabilités, plus d'importance à leur police municipale. D'autres, comme Paris, refusent d'avoir une police municipale. Le fait de l'imposer... pas d'avoir une police municipale. Le principe c'est un choix politique. Oui, alors sur la question de l'armement, c'est une autre problématique. Est-ce que... La proposition de Rachida Dati, vous n'êtes pas d'accord ? Non, mais je vais moduler. Tout dépend des missions qui sont données aux policiers municipaux. Sur quel théâtre d'opération vont-ils ? Est-ce que vous pouvez confier une arme létale à n'importe qui, et y compris aux gens qui mettent les contraventions sur les véhicules ? Et en même temps, les policiers municipaux qui sont sur le terrain expliquent que quand ils sont face à un délinquant... Alors je ne sais pas lesquels expliquent cela, parce qu'il y a véritablement débat autour de cela. Moi, je ne suis pas d'une école qui consiste à dire des armes pour tout le monde ou des armes pour personne. Je pense que ça dépend. Quand ils sont sur le terrain, ils ne sont pas face au même danger quand ils sont sur le terrain. Mais ils ne sont pas face au même danger en fonction des missions qu'ils ont à exécuter. Si vous êtes... Je suis plutôt d'accord. Mettre une police municipale partout dans les villes de plus de 100 000 habitants, si ça peut aider à rassurer les habitants, pourquoi pas ? Après, l'armement, moi je serais pour une police municipale avec des missions bien précises où on n'engage pas le corps à corps, où on n'engage pas la vie du policier. Je pense à la circulation, je pense bien évidemment aux conflits entre voisins qui peuvent être réglés, à la médiation, bref, à des choses qui sont beaucoup moins opérationnelles d'un point de vue intervention, moins au corps à corps, moins au contact, pour préserver chacun des missions, et que l'arme reste presque le monopole de la police. C'est un ministère régalien, c'est une mission régalienne, c'est pas tout à fait pareil. Les formations, encore une fois, moi je crois que ce sont des métiers humains, donc beaucoup misé sur la formation, et je ne crois pas qu'on forme un policier municipal comme on forme un policier de la police nationale. Donc il faut faire très attention à ce qu'on commence pas à dire un policier municipal de quartier, national, tout ça c'est la même chose, on donne le même matériel, allez nous protéger. Non, il faut faire très attention parce que les conséquences derrière, on joue avec des vies humaines. À la fois celle des fonctionnaires, mais aussi celle des habitants. On revient dans un instant. De retour dans l'Actu Autrement avec nos invités Pierre-Henri, Nora Lakéal, Ergun Toparslan et Aziz Seni. Alors, changement de sujet, je voulais qu'on intervienne sur la polémique cette semaine sur l'apprentissage de l'arabe à l'école. Alors, à la suite d'une interview donnée au JDD par Gérald Darmanin, il a indiqué que la loi contre les séparatismes, devenue la loi pour renforcer la laïcité et nos valeurs républicaines, qui a changé de nom entre-temps, il explique que l'apprentissage de l'arabe serait renforcé afin de réduire le pouvoir des religieux. Dans cette interview, il défend une proposition républicaine et courageuse. Pourtant, à droite, certains se sont élevés contre cette proposition. Aurélien Pradier, député du Lot sur Twitter, a tweeté « La France fait nation, la langue de la République c'est le français, elle est belle, porteuse de liberté et d'émancipation. Apprendre à l'aimer, c'est aussi apprendre à aimer la France. Institutionnaliser à l'école l'apprentissage de la langue arabe est une lâcheté et une faute. » Luc Ferry également, sur CNews, a indiqué que... c'était le meilleur moyen d'islamiser la France. Alors, j'aimerais avoir un peu vos réactions. Je les vois un peu en direct, mais pour nos auditeurs qui nous écoutent sur Beurre FM, Ergun, si vous voulez intervenir. Ouais, j'aimerais dire aux députés que la France, il n'y a pas une seule langue en France, il y a plein de langues régionales, donc ils devraient peut-être s'interroger et s'intéresser à cela. Il y a même de l'éducation dans ces langues régionales, dans certaines régions en France, des cours dans ces langues-là. Donc, ça montre... Je suis pas sûr que ce soit les langues régionales qui lui posent problème. J'imagine que son réflexe c'est différent, mais pour lui dire que il faut qu'il sorte un peu de son prisme et de son couloir. On a un tabou comme ça avec la langue arabe. Le tabou avec la langue arabe, on va pas se le mentir, la réalité derrière, c'est que y a une stigmatisation, il y a une population et une immigration qui est ciblée. Ce que voit derrière l'arabe, d'ailleurs,
ils ne le comprennent pas vraiment, j'imagine. C'est tout de suite, ils ont derrière une connotation, une musique un peu extrémiste, etc., qui va derrière. Sauf qu'apprendre l'arabe, ça ne veut pas dire apprendre l'islam déjà d'une. Et de deux, c'est une langue qui est parlée, si je ne me trompe pas, avec un demi-milliard de personnes à travers le monde. Et dans un monde globalisé, mondialisé, si je me trompe peut-être, c'est pas... 290 millions, 6e langue parlée au monde. Je pensais 500 millions. Alors, Quatrième parlée au monde, langue reconnue officiellement à l'ONU, et 700 millions de locuteurs à l'échéance 2050. Pas tous musulmans, j'imagine. Pour la France, pour le coup, on est en arabe, ça veut pas dire musulman. Exactement. Et puis, c'est cet amalgame qui est fait. Et puis les gens qui apprennent l'anglais, en France, ne se soumettent pas à la reine d'Angleterre. Exactement. Je pense qu'en France, on est très en retard par rapport à la pratique des langues étrangères, de manière globale, que ce soit en anglais ou en allemand, etc. Il faut vraiment qu'on prenne cette culture qui nous ferait un peu plus rentrer dans la mondialisation, sachant que chaque langue nous ouvre autant de pays, autant de personnes, et nous permettra de faire... Pour l'entrepreneur Aziz Seni, justement... Moi j'ai quelques chiffres. Alors, selon 6e langue mondiale, quelques 300 millions de locuteurs, c'est des exportations, c'est des clients, c'est des exportations, c'est des revenus pour notre pays. Et avec nos petits débats où certains confondent patriotisme et nationalisme, on peut aimer notre langue, on peut aimer notre pays sans détester l'autre dans ce qu'il est, dans la manière dont il parle, etc. On doit s'ouvrir au monde. Et la langue arabe en fait partie. Alors, il y a un parallèle. En plus, c'est très vexant pour les quelques milliards de musulmans dans le monde, parce que l'arabe ne représente qu'une infime partie. Aujourd'hui, les principaux pays musulmans, c'est l'Indonésie, c'est la Malaisie. Ils sont même pas dans l'hémisphère nord. Donc, il faut juste casser un peu. C'est une inculture totale. Parler l'arabe, c'est très bien. Parler l'anglais, c'est très bien. Ça vous ouvre au monde. Ça vous permet de connaître un peu plus l'humanité dans sa grande diversité. Et c'est pas parce que vous parlez l'allemand que vous devenez un nazi. C'est n'importe quoi, cette histoire. Et ce sont des députés qui donnent l'exemple aux plus jeunes. Vous n'êtes pas ce que vous parlez. Monsieur disait tout à l'heure, si je me mets à parler anglais, c'est pas pour ça que je vais me mettre à manger n'importe quoi, parce qu'ils ne savent pas. Merci pour les clichés. Nos amis anglais je vais pas devenir un sujet de Sa Majesté. Excusez-moi pour mes amis anglais. Il a raison, ça monte le niveau de... Alors, pour reprendre les chiffres en France, on est entre 3 et 4 millions de locuteurs qui parlent arabe et 14 000 élèves qui réellement l'apprennent. Je vais juste interroger Nora Lacalpe. Pour le coup, vous, l'arabe, c'est quelque chose qui vous a servi dans le cadre de votre métier et surtout sur votre mission très sensible qui était la lutte antiterroriste. Tout à fait. C'est grâce à ma pratique de la langue arabe que j'ai aidé l'État français à déjouer des attentats. Islamiser la France. Écoutez, moi, sincèrement, c'est des choses, vous savez, des réactions comme ça, moi, je ne les écoute même plus. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Et pourtant, elles atteignent le citoyen. Mais oui, je comprends de plus en plus. Mais moi, j'essaie de m'en préserver parce que vous voyez, moi, dans l'école où est scolarisé mon fils, on apprend le portugais, on apprend le chinois. Donc, je vois pas quelle est la problématique d'apprendre l'arabe, quoi. C'est une ouverture sur le monde. Si on a envie de l'apprendre, c'est pas une obligation. On est bien d'accord. Monsieur Darmanin n'a jamais dit que c'était une obligation. Non, mais puis il dit quelque chose d'intéressant quand il dit au contraire, ça permettra de réduire l'importance du religieux qui parfois peut dévoyer quelque part. Disons que si vous avez une école primaire qui propose la langue arabe. Non, si vous avez une école primaire qui ne propose pas et vous avez une école coranique pas loin qui propose, effectivement, il vaudrait mieux que l'école primaire à côté propose l'arabe pour éviter que les parents, parce que les parents, même quand ils envoient dans des écoles coraniques, ils s'imaginent pas créer des terroristes. Eux, dans leur idée, c'est juste, tiens, il faut qu'on va apprendre la langue, les traditions. Voilà, les traditions et tout ça. Vous voyez, donc et c'est beaucoup plus pratique d'avoir qu'on dispense la langue arabe dans les écoles primaires plutôt que d'aller chercher à les inscrire ailleurs où c'est beaucoup plus compliqué. Et voilà. Ne serait-ce que sur un terme pratique, moi je trouve que c'est une superbe idée. Voilà. Pierre-Henri. Oui, moi j'aime profondément la langue française. J'habite cette langue comme j'habite mon pays, mais au passage, je me souviens que il y a près de 500 mots dans la langue française qui viennent de l'arabe, qui est une très belle langue. Et moi, je suis évidemment pour intégrer l'arabe dans l'offre linguistique du service public.
parce que ça ne peut que faire reculer la tentation communautaire de certains. Mais vous savez, ce débat, il n'est pas nouveau, hein. Ça fait 20 ans, 30 ans que ça dure. Dès qu'on en parle, vous avez tout un courant assez nostalgique d'une époque, qui est celle de la colonisation, qui surgit et qui refuse obstinément cette évidence que apprendre de l'arabe, ça fait simplement de vous, comme quand vous apprenez l'anglais ou le russe, un polyglotte et rien d'autre. Voilà, moi je me souviens en 2014, j'avais véritablement protesté contre le recul du gouvernement Ayrault d'inscrire justement l'arabe dans l'offre linguistique de l'éducation nationale. Oui, bien sûr. Et en fait, ça avait été une reculade totale, mais pour exactement les mêmes raisons. Donc moi, je ne peux que me féliciter de cette annonce. C'est très courageux de la part de M. Darmanin. Je rejoins monsieur, c'est qu'il faut laisser les gens choisir. Au nom de quoi, moi, contribuable, je pourrais avoir le choix entre le russe, le chinois, d'autres langues européennes, l'allemand et pas l'arabe. Pourquoi aujourd'hui, 14 000 élèves, c'est une goutte d'eau. Pourquoi le service public ne pourrait pas proposer ça? Pourquoi? Au nom de quoi? S'il y a une demande, si les contribuables en ont besoin et en ont envie, qu'est-ce qui ferait que ce serait interdit? C'est une langue vivante, c'est une civilisation, c'est une histoire. Au contraire, ouvrons des livres. Justement, en appréhendant le passé de cette langue, sa construction, son histoire, son vocabulaire, on va donner des outils, on va faire élever le niveau, on va pouvoir aider des gamins à s'éduquer et donc à s'éloigner de cette spirale terroriste, de ces recruteurs de la mort. Ça veut dire qu'on mélange tous les sujets. Non, mélange pas du tout. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui... La levée de bouclier, c'est parce qu'en fait, il y a une confusion des sujets. C'est parce qu'il y a trop d'arabes ou trop de personnes qui... La levée de bouclier, c'est qu'ils ne connaissent pas la réalité du terrain. Du terrain, bien évidemment, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'initialement, j'en suis concerné, je viens de l'immigration qui vient de Turquie. Les parents veulent que l'enfant apprenne la langue maternelle de façon un peu plus organisée que la parle, parce que une question de transmission. Et les premières personnes qui viennent les voir, c'est des gens qui leur disent écoutez, nous on a une association, donc on apprend les langues étrangères aux personnes, etc. Sauf qu'à chaque fois, si c'est pas ce contrôle de l'État, ce qu'on constate, c'est qu'en apprenant cette langue-là, ils apprennent une idéologie politique en parallèle ou bien une idéologie religieuse. Et ça, c'est donc un mode de pensée. C'est un mode de pensée qui est inculqué en même temps. Et à partir du moment où on apprend l'arabe à une personne uniquement sur le prisme religieux, ça devient compliqué. Comme ça a été le cas, je ne gâche pas pour ma part, et c'est pour ça que dans le discours du président de la République, ce qui a été fait... Ça vous est arrivé petit, dans des associations, où vous sentiez même déjà bien très sûr, jeune... C'est une idéologie politique qui est tout de suite incorporée dedans. Et le fait de reprendre la main, même sur les cours, avec les accords qu'il y avait entre les États, c'était des cours qui étaient dans les écoles primaires, je pense que c'est un message fort et important du président de la République. En plus, on a un message qui est... tout à l'heure, on aura parlé des écoles coraniques. On apprend l'arabe littéraire, à ne pas confondre avec l'arabe dialectal, Maroc, Algérie, Tunisie et tous ces pays du Maghreb et du Moyen-Orient. C'est-à-dire dissocier de l'aspect religieux, c'est voilà. ça. Et surtout, c'est exactement ça, c'est dissocier la méthode pédagogique d'un apprentissage à travers le prisme religieux. Aller apprendre l'arabe à travers des livres, du vocabulaire classique, comme on apprend on n'apprend pas le latin en ouvrant une Bible. Donc pourquoi apprendre l'arabe en ouvrant le Coran? L'arabe existait bien avant Coran et une histoire qui est encore plus ancienne. On se retrouve dans un instant dans l'Actu Autrement. Merci d'être à l'écoute de l'Actu Autrement. Nos invités au micro ce soir, Pierre-Henri Delipseux, Nora Lakéal, agent du ministère de l'Intérieur, Ergun Toparslan, porte-parole de Territoire de Progrès, et Aziz Seni, entrepreneur et également membre de la direction du MEDEF. Alors, on était en train de parler de l'arabe, de cette question, de cette levée de bouclier, de la part des politiques d'ailleurs essentiellement, parce que je n'ai pas le sentiment que aujourd'hui, à l'échelle des écoles, ça pose réellement problème. Pierre-Henri, est-ce que vous pensez que c'est un problème politique dans le fond ? Non, mais attendez, vous avez une offre politique qui s'est développée dans ce pays depuis plus de 30 ans, autour de islam, insécurité, et donc ça en fait partie. Pour cette offre politique qui est très clairement celle du Rassemblement national,
évidemment se lever contre une mesure de bon sens qui concerne accessoirement plus de 4 millions de nos compatriotes qui ont des origines à aller chercher dans les pays arabes, les dérange. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'assez classique et il faut simplement faire preuve de courage à un moment donné pour éloigner ce discours. Il faut faire œuvre de pédagogie. Voilà. Et rappeler qu'il y a des tas d'entreprises qui ont besoin de gens qui parlent arabe. Évidemment. Dans les nouvelles technologies, dans le tourisme, dans le transport, dans le commerce international, l'agroalimentaire qui exporte énormément vers les pays, dont certains au Moyen-Orient, du Maghreb, etc. On a besoin de gens qui parlent arabe, on a besoin de gens qui parlent anglais. Et puis, c'est une relation à sa propre histoire. C'est une question aussi intime et de valorisation de chacun. Et donc, vraiment, voilà, c'est un travail qu'il nous faut faire chacun. Vous savez ce que me rappelle ce débat ? Ça me rappelle le débat de certains nationalistes dans des pays en Afrique, par exemple, qui refusent la francophonie parce que ce serait imposer une langue étrangère, etc., etc., alors que c'est l'ouverture. Et on se retrouve avec des gens qui veulent de la francophonie à l'étranger, ces députés qui se soulèvent et qui disent non, on ne veut pas apprendre l'arabe. Dans d'autres pays, on apprend le français. Et d'ailleurs, nous, on encourage tous ceux qui sont autour de cette table. Je ne crois pas qu'ils soient contre le fait que dans d'autres pays, on parle le français. Ça nous arrange un peu, d'ailleurs, quand on voyage, quand on y fait du business. Donc, moi, je trouve assez scandaleux ce repli. Ça sent le renfermer. Ça sent le renfermer. Ce repli sur soi, ça sent le renfermer. Ça va conduire à de la consanguinité sociale. Et on sait, la consanguinité, ça ne produit que des tarés. Voilà. Moi, je pense que le problème, il est un peu plus profond aussi. Parce qu'à l'époque, je me souviens, je suis vraiment désolé. Non, alors, je vous laisse la parole. Non, vous avez raison. Non. Vous avez vu qu'à chaque fois que j'essaye de vous donner la parole, je reprends. C'est un peu compliqué, là. Alors, Nora, je voulais vous poser quand même une question. Elle est très disciplinée. Est-ce que ça participe est-ce que ça participe pas, au final, cette ambiance, en fait, sur la question de la langue, aussi au problème identitaire que peuvent avoir parfois les jeunes d'origine maghrébine, parce que alors c'est un écrivain, Nabil Wakim, qui a écrit l'arabe pour tous, qui justement a expliqué que pendant des années s'est rendu compte qu'il était le bon arabe, c'est-à-dire qu'il rejetait pleinement l'apprentissage de l'arabe, même si parfois il en avait honte quand il se retrouvait face à des personnes qui le maîtrisaient, et il s'est rendu compte que ça l'avait aussi pleinement éloigné de ses origines, parce que pour lui c'était presque une fierté de parler mieux le français que les autres Français. Est-ce que ça construit pas justement ce type de débat à créer un fossé entre des Français et leurs origines et parfois leur langue maternelle? C'est ce qui me fait peur, moi, en fait. C'est les enfants, comment on va leur expliquer ça? Comment on va leur expliquer, écoute, tu peux faire telle langue à l'école, mais tu feras pas l'arabe. Mais maman, pourquoi on peut pas faire d'arabe? Parce qu'en fait, tu vois, les gens, il y a beaucoup de personnes qui pensent que si tu fais de l'arabe, tu vas devenir peut-être un méchant plus tard. Vous voyez, c'est compliqué. Et ça construit, même si c'est pas verbalisé par ces enfants-là. Et c'est pour ça que je reviens beaucoup sur la plus grande partie de mon propos sur le livre, c'est sur la jeunesse, justement. Il faut faire vraiment très attention parce qu'en fait, ils intègrent ça. C'est ça, ils se construisent avec ça. Ils se construisent avec ça. Et donc, avec en plus les polémiques sur le voile, à un moment, ils se sentent rejetés. Et moi, ce qui me fait peur, toujours, je reviens toujours à mon propos, c'est que quand ils se sentiront trop à l'écart, il va y avoir les radicaux qui vont leur dire « Mais vous avez vu, ça fait 1000 ans qu'on vous dit qu'on vous aime pas. Vous vous rendez bien compte, regardez, c'est même ce qu'ils leur disent. Même votre langue, que vous avez entendu, même vous qui étiez en mission, ça c'est bien sûr, un mode de pensée, c'est un discours. Ça fait 22 ans que je suis dedans et je vois très bien le processus qui se fait. Et ce sont des choses qui ne sont pas dites. Donc les enfants intègrent ça au fur et à mesure, mais ils se disent mais ouais, effectivement, il a raison, le monsieur là-bas, de dire qu'en fait la France ne m'aime pas et que les Français ne m'aiment pas. Finalement, je suis pas français. Et là, on commence à perdre le jeune. Et c'est pour ça qu'il faut absolument intervenir. Et c'est pour ça que vraiment, vraiment, je salue cette décision de monsieur Darmanin, parce que c'est une décision très courageuse. Et c'est très important, justement, pour cette lutte contre le séparatisme, parce qu'il faut savoir que le séparatisme, quelque part, nous, on y contribue. En ayant des réactions comme ça. Voilà, il faut inclure les gens. Et puis moi je veux dire un truc sincèrement, moi mon enfant, je lui ai proposé l'arabe et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit moi je préfère le russe.
Et ben voilà, il va faire du russe. Et ça ne fera pas de lui forcément un communiste. Voilà, non, mais c'est surtout. Un adepte de Lénine. Non, mais c'est pour dire qu'on ne va pas obliger nos enfants. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils sont comme tout le monde et qu'ils ont le choix. Voilà. Ils ont le choix et moi je voudrais juste très rapidement vous dire, allez faire un tour dans les facs, à l'INALCO, etc. Regardez qui est dans l'amphi. Il faut se rappeler que c'est pas parce que vous êtes d'origine maghrébine ou dit arabe ou musulman que vous avez envie d'apprendre l'arabe, et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas de ces origines-là que vous n'avez pas envie d'apprendre. Donc c'est une langue, en fait, on va se retrouver avec une problématique qu'on peut retrouver sur d'autres langues. Est-ce qu'on va l'enseigner? Oui, enfin il faut la vulgariser, il faut la banaliser. La normaliser. Il expliquait justement, Nabil Wakim, la surprise parfois quand il était à l'étranger, dans des pays justement arabes, et que lui, typé arabe, ne maîtrisait pas la langue. Et on est en train peut-être de créer des gens coupés, en fait, un petit peu de leurs racines ou une partie de leur identité. Vous êtes en train de dire qu'on est en train de créer des Français qui sont très nuls en langue vivante? Prenez les Anglais, prenez les pays nordiques. Le petit, à 8 ans, il vous parle anglais couramment. Chez nous, les langues n'ont jamais été mises en avant. Vous prenez, les Français sont connus à l'international pour leur petite maîtrise de langue et des idiomes internationaux. Donc non, le français lambda, en arabe ou en anglais, je suis désolé, il sera nul, il sera dans la moyenne, et il y a encore du travail à faire, déjà sur l'anglais qui est la première langue internationale, sur l'espagnol, et bien évidemment, l'arabe ne coupera pas à cette règle. Et puis le français, l'apprentissage du français. Oui, parce que le renforcement de l'apprentissage du français. Est-ce qu'il n'y a pas un peu, alors je ne vais pas me faire l'avocat du diable de Luc Ferry ou d'autres, mais est-ce que justement la problématique, c'est qu'on a le sentiment que parfois dans certains territoires, l'éducation nationale rame aussi à avoir une éducation de qualité, et que ce sujet vient un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est un sujet politique, les conservateurs versus les progressistes, ceux qui montrent du chiffon, on devient un terroriste et on se laisse pousser la barbe ou une djellaba ou je sais pas et on va poser des bombes parce qu'on a appris 3 mots d'arabe, et puis de l'autre côté ceux qui disent non, ouverture, universalisme, humanisme, etc. Il y a un intérêt politique, on s'inscrit dans un calendrier, on n'est pas dupe, il y a des élections qui arrivent, il y a des gens qui ont envie d'être élus sur la haine et sur la rejet de l'autre, donc voilà, on n'est pas dupe, il faut juste remettre un peu d'humanisme, un peu de bon sens, un peu de pragmatisme, on a la chance d'être sur ce plateau, de prendre le temps d'expliquer. Voilà, c'est juste ça. On n'est pas dupes. On sent de plus en plus la porosité entre les idées du Rassemblement national qui était très marginalisé et qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Moi, je me souviens, à l'époque, c'était encore même pire quand c'était Najat Vallaud-Belkacem qui avait travaillé sur cette proposition-là. Il y avait des publications monstrueuses. On l'avait appelé l'ayatollah. Là, on voit que la vieille pulsion profonde est prête à être animée et que le Rassemblement national en joue et qu'il y a une partie de la droite qui commence un peu à tomber dedans. Ça va être l'un des grands enjeux, je pense, des prochaines élections. Zemmour parle l'arabe, parle l'hébreu. Hein. Je vous le dis, monsieur Zemmour parle l'arabe, je vous le dis. Hein. Donc c'est vous dire si ça conduit. Il est à l'isolement, s'il pouvait y rester, ça serait pas mal. On va quand même lui souhaiter un problème. Non, mais rester à l'isolement. D'accord, ok. Alors, on a réussi à parler de lui sans qu'il soit là quand même. Il est vraiment très fort, il obsède les gens. Ce que tu expliques, Ergun, c'est que, et ça va effectivement donner la suite au prochain sujet, il y a une diffusion, clairement, des idées du Rassemblement national dans la société. Il y a une banalisation, il y a une diffusion, et je pense que les gens, y compris chez nous, dans notre majorité, on a oublié très rapidement le contexte de l'élection d'Emmanuel Macron et ce qui s'est passé derrière. Et ce genre de sujet et ce genre de remarques, et ça part d'un député qui écrit ce genre de bêtises, un ancien ministre, si je ne me trompe pas. Donc ça nous montre également que la société... Alors, Luc Ferry n'est pas député, mais il est effectivement ancien ministre. Et par contre, Aurélien Pradier est effectivement député du Lot. Aurélien Pradier, j'avais pas retenu les noms. Très connu, d'ailleurs, on n'arrête pas de faire sa pub, il a trouvé un... Non, mais c'est quelqu'un de très bien sur de nombreux sujets. Voilà, c'est ça son truc, il a fait son bad buzz, et puis son nombre de followers a explosé, et la fâchosphère s'est explosée. Votre avis du buzz, est-ce que vous pensez pas c'est que ça, ils se rendent pas compte du mal qu'ils font, ils se rendent pas compte du danger avec lequel ils jouent, et j'espère vraiment que... Donc ils se rendent pas compte qu'ils participent malgré eux au rejet. J'espère qu'ils s'en rendent pas compte, j'espère que c'est pas volontaire, parce que les conséquences elles sont déjà dramatiques aujourd'hui, mais elles sont de pire en pire. Très naïf sur cette expression, parce que ils savent pas ce qu'ils font, pardonnez-leur. Non, ils savent très bien ce qu'ils font et ce sur quoi ils appuient.
Franchement, et moi, ce séparatisme-là, parce que on a beaucoup parlé, j'ai approuvé le discours du président de la République sur le séparatisme de l'islam politique, religieux, extrémiste. Mais il y en a un autre de séparatisme, qui est celui de l'ultra-droite, et qui a un dessein qui est très clair et qui est de se détacher de la République. Et il ne faut pas l'oublier. Je voudrais simplement vous citer un événement récent. On a retrouvé les auteurs des tags sur un certain nombre de bars gays à Paris. Et il s'agit de jeunes gens habitant en Île-de-France et qui se déclarent nationalistes et racialistes. Voilà, et qui sont allés dessiner des croix gammées inversées sur des bars gays, et d'ailleurs aussi probablement sur des magasins juifs. Des jeunes dont on n'a pas diffusé la photo. Et des jeunes gens dont on n'a pas diffusé la photo, dont on ne sait rien, etc., dont on ne connaît pas le nom. Et donc, il y a un extrémisme de droite auquel il faut faire, de l'ultra-droite, auquel il faut faire très attention. C'est le chancelier allemand qui disait il y a quelques jours que la menace était réelle. Et ce qui arrive en Allemagne, évidemment, il y a une histoire particulière, peut aussi nous arriver. Faisons très attention. Laurent Lunès l'a dit il y a quelques jours, je crois, que depuis 2017, 5 attentats ont été déjoués, 5 attentats de l'extrême droite, ou en tout cas de groupuscules identitaires. Voilà. Et donc, on a tendance à l'oublier dans la petite musique qui droite, se fait. Ce terrorisme d'extrême droite, et je parle sous le contrôle de Nora, c'est qu'il nourrit l'extrémisme politique. L'extrémisme politique de droite nourrit l'extrémisme religieux, les uns répondant aux autres. Le président de la République a utilisé le terme d'hydre. Pour moi, l'hydre a deux têtes, c'est l'extrême droite et l'extrémisme religieux. C'est la même bête, il faut couper les deux têtes. Il est de facto très à droite d'ailleurs, c'est ce qui est assez surprenant. Alors, on a eu un... Alors, je ne sais pas, vous allez partager avec moi vos intentions, mais sur le discours du président de la République, on a eu un discours très clair, très nuancé, sans aucune naïveté. Il a nommé les choses, il a expliqué qu'effectivement, la menace première était l'islamisme, mais qu'il ne fallait pas oublier effectivement les identitaires. Il a expliqué les différentes... on va dire orientation, parce qu'on a encore un petit peu de flou sur ce qu'il propose. Et pourtant, on a eu, quelques jours après, des mesures un peu gadgets qui sont ressorties sur la polygamie, sur le test de virginité. Ergun, j'aimerais bien vous entendre, vous qui faites partie de la majorité présidentielle, je le rappelle encore, mais... est-ce que on n'a pas une différence entre ce qui est pensé dans les plus hautes sphères de l'État sur l'orientation sur cette loi contre le séparatisme, et puis au final la secrétaire d'État, pour pas la nommer, Marlène Schiappa, essaye d'agir peut-être sur des choses qui peuvent enfermer ou stigmatiser, alors qu'il y a un vrai combat derrière le séparatisme. Bien sûr, après la loi contre le séparatisme, elle est en préparation, elle est en débat. Il y a beaucoup de débats même en interne, il ne faut pas se le cacher, ce sont des sujets sensibles. En tout cas, le président, dans son discours, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a été assez nuancé mais assez ferme. Il faut pas oublier que ça a été un tremblement de terre dans pas mal de statu quo qu'il y avait en place, comme on le disait tout à l'heure, au niveau des associations religieuses, au niveau des pays étrangers. D'ailleurs, il y a beaucoup de représentants de pays étrangers qui ont beaucoup réagi à ce discours-là. Ça continue encore, ça fait débat, y compris là-bas. Je trouve que c'est une très bonne chose. Derrière la concrétisation politique, ça c'est aux acteurs politiques d'essayer de la faire. Mais quand on voit effectivement la confrontation médiatique de ça et ce qu'on entend depuis quelques temps, c'est sûr que ça paraît minime par rapport à l'enjeu et à la portée qu'avait le discours originel. Après, c'est notre travail à nous aussi de redonner de l'impulsion politique avec ce débat à l'Assemblée également, mais surtout avec des débats que j'espère auront lieu dans plein d'autres assemblées, localement, en essayant de faire participer les associations, etc. Sur cette communication sur des choses, je ne vais pas dire gadget, mais anecdotiques,
Aziz, on va peut-être entendre sur le sujet. Et au final, est-ce que le séparatisme, au final, en France, c'est la question de la polygamie? Elle existe, il faut lutter contre. Ouais, mais après, il n'y a pas de sujet tabou non plus. Je veux dire, est-ce qu'on lutte contre l'islamisme avec la polygamie? J'ai plus l'impression que c'est pas une question religieuse, mais de tradition. Il y a quoi de mauvais, d'incorrect, très mal dans ce qu'a dit Marlène Schiappa? Ça concerne combien de personnes? Non, mais à chaque fois qu'on dit que ça concerne très peu de personnes, c'est du gadget, on s'en sortira jamais. Je suis un contribuable. Moi, ce qui m'intéresse quand je paye mes impôts, je suis désolé, ça va faire très libéral. Quand je paye des impôts, je veux que les mesures qui soient prises concernent la majorité des gens. Et la polygamie, ça concerne une infime partie. Et encore une fois, on prend une exception et on en fait une règle pour la mettre devant. Et je sais très bien pourquoi on la met devant. C'est qu'on espère faire monter le Front National et se retrouver face à lui au deuxième tour. C'est classique, on n'est pas naïf. On a un petit peu d'expérience. Mais est-ce que ça fait pas beaucoup de virginité, polygamie? Ça, c'est un peu trop facile. On parle d'embrigadement religieux. Non, mais c'est pas. On parle de gens qui veulent faire sécession. À un moment donné, on va pas esquiver les projets en disant parce qu'il n'y a pas assez de monde qui sont concernés, etc. Dans ce cas-là, on met tout de côté, y compris l'organisation des cours par les professeurs étrangers. C'est combien d'élèves? C'est rien du tout. L'arabe, c'est quoi? On dit 14 000 élèves, c'est rien du tout. On met ça de côté. Couple polygame. Si ça dérange certaines personnes. Vous n'avez pas le sentiment que c'est anecdotique et qu'on passe à côté du vrai sujet? Moi, j'ai un point très important parce que c'est très anecdotique. Moi, j'attendais du président de la République qui nous parle du communautarisme organisé. Aujourd'hui, si séparatisme il y a, si il y a un terreau fertile, c'est parce que les commissions d'attribution des logements, des HLM, il n'a pas parlé de remise en cause des commissions d'attribution des HLM. Aujourd'hui, dans les QPV, quartiers politiques de la ville, vous vous baladez, vous avez des blocs noirs, maghrébins, turcs, indo-pakistanais, des gens qu'on met là, qui ont eu un appartement en HLM qui a été attribué et on les a parqués par religion, par origine ethnique. Donc il y a un communautarisme. Les mêmes qui, la main sur le cœur à Paris, vous expliquent qu'ils sont contre le communautarisme. Sur le terrain, ils l'organisent, ils le structurent, ils le pensent. Donc c'est ça qu'il faut commencer par casser, pour casser ses poches. Et là, je n'ai pas entendu de solution concrète de remise en cause des commissions d'attribution, par exemple, HLM, par exemple. Le discours du président, il contenait un volet sur la ghettoisation. Derrière, il n'avait pas vocation à proposer des amendements ou des lois dans ce discours-là. Cette réalité, on la connaît. On ne va pas se mentir aussi que les problèmes sociaux, ceux qui sont concernés, c'est bien évidemment les personnes qui sont issues de l'immigration. Mes parents sont venus ici à cause de problématiques sociales, c'est-à-dire pour essayer d'améliorer leur niveau de vie, donc ils étaient concernés par les sujets-là. Si effectivement, je le constate également, il y a certains, pas partout, mais vraiment certains entassements par communauté, dans des bâtiments, dans des groupes de bâtiments, etc. Je pense que tous ceux qui connaissent le terrain le constatent. Voilà, c'est un constat. Mais le discours du président n'avait pas vocation à... Dans ce cas-là, on peut dire aussi que ça concerne une infime partie de la population. Parce que 6 à 10 millions de personnes, ça fait un peu comme ça commence à faire. Il n'y a pas 6 millions de personnes dans les QPV, il y a 751 zones urbaines sensibles, il y a 6 millions d'habitants dans ces quartiers. Je vous assure, pour les avoir fait, j'aurais dû vous mettre en face, en fait. Vous êtes tombé mal, monsieur Séni, j'en viens aussi. Donc il n'y a pas... On est mélangés, on est tout à fait mélangés. La meilleure façon de lutter contre le séparatisme et les extrémismes, c'est l'éducation. Et la citoyenneté, ça se transmet. Et lutter contre le séparatisme, ça suppose des outils de médiation. Et le meilleur outil de médiation, c'est l'humain. Ça veut dire des moyens sur les territoires pour accompagner les jeunes au pied des tours, dans les différents services publics, à l'éducation nationale. Et donc, parfois, oui, j'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont annoncées, ça coûte pas cher, hein, mais sauf que si on veut être efficace sur le terrain, il faut mettre un peu plus de moyens dans le logement, bien entendu, mais dans l'éducation. On en parle tout de suite. Éducation, logement, les moyens pour lutter réellement contre le séparatisme. Juste après, parler des questions de séparatisme. Nora Lakeal, je voulais justement vous entendre. Je crois que vous aviez quelque chose à dire sur l'éducation, justement, pour lutter contre le séparatisme. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit monsieur Pierre-Henri. C'est-à-dire qu'en fait, j'en parle dans mon livre, il y a un problème en termes d'éducation. Exemple, type. Je vivais avant, désolé pour mes amis du 93, mais on est toujours obligé de parler de... Enfin, je peux pas... Voilà, c'est le 93, j'aime pas en parler comme ça parce que ça montre un peu, ça stigmatise, mais c'est la réalité. J'ai vécu dans le 93, et sur une année de scolarité, la classe de mon fils a fait comme sortie culturelle aller voir au cinéma Bob l'éponge. Voilà.
Donc, moi, je veux bien, c'est sympa, Non, c'est un film américain. c'est- C'est l'histoire d'une éponge qui s'éclate avec ses potes, voilà, Spontex, tout ça, tout le monde va bien, voilà. Ok, je déménage, je vais à Paris. Dans les 3 mois qui suivent, mon fils découvre 3 musées. Voilà. Là, il y a un gros problème. Et là, c'est le séparatisme qu'on construit nous. Le sans s'en séparatisme rendre- social. Voilà, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces enfants-là ? Bob l'éponge, ça se télécharge à la télé, voilà, c'est un dessin animé, on peut le voir comme on veut. Maintenant, comment ils vont découvrir Saint-Exupéry ? Comment ils vont découvrir... C'était dans quelle ville sans vouloir les nommer particulièrement, je veux pas, mais nommer parce que la ville, non, mais parce parce que pour le coup, que- pour mais connaître voilà, un petit peu le c'est- territoire du 93 ou même d'autres quartiers, il y a quand même des enseignants qui essayent, qui font des choses, qui Oui, les ils sortent, essayent, mais ils essayent, avec moins de moyens, Voilà, clairement. ils ont moins de moyens. Et puis bon, il y a eu quand même, vous savez, il y a eu aussi la réforme concernant les... C'est un imaginaire qui se les- construit. Oui. Mais, voilà, mais il faut le faire, il faut le créer, cet imaginaire-là. Et là, quand on laisse la place dans le cerveau, on la laisse vide. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il va y avoir un moment où on va être en quête de quelque chose, d'une culture. On va se dire, mais non, mais on va complexer déjà. Complexer par rapport aux discussions avec les autres, avec la progression des Une autres. frustration aussi. Il va y avoir une frustration. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Moi, ce que j'ai constaté dans mon travail, c'est que ce sont des gens qui finalement, ils vont aller s'instruire. Mais s'instruire où ? Sur Internet. Souvent dans des boutiques où les livres sont beaucoup moins chers et où il y a des personnes qui viennent vous conseiller. Eh ben, ce sont les boutiques, par exemple, salafistes. On n'en parle jamais de ces boutiques-là, mais moi, ces boutiques-là qui vendent à 2 € le livre en expliquant l'islam, 2 €, c'est même pas l'islam pour les nuls, mais c'est l'islam, je sais pas moi, c'est pour les ultra nuls. Donc, c'est-à-dire qu'en 40 pages, vous avez toute une histoire comment qui est binaire, aucune ouverture à l'esprit critique. À la liberté de conscience absolue, on ne connaît pas non plus. Donc, binarité du monde, oui, c'est bon, c'est pas bon. Voilà. Et en fait, ce sont des personnes qui finalement, comme elles n'ont pas eu les outils de réflexion et de conscience de soi et de conscience de soi réflexive, finalement, vont se dire que finalement la culture c'est ça, voilà, et que le monde c'est ça, il se divise en 2 catégories, et ça, c'est le chemin assuré pour, s'ils ont des rencontres qui sont un peu néfastes, pour la radicalisation. Donc moi, je plaide vraiment pour une égalité en termes d'éducation. Alors, vous avez écrit le livre Agent d'élite chez Max Milo. Pourquoi avoir écrit ce livre ? Qu'est-ce qui vous a poussé à un moment donné, alors déjà, à vous lancer dans l'antiterrorisme, parce que c'est atypique comme choix, et puis ensuite avoir voulu faire ce livre ? Eh ben, en fait, c'est très simple. Nous étions en filature surveillance avec mon collègue Yacouba, qui est français d'origine sénégalaise, musulman aussi. Nous étions tous les deux. Nous allions en fait... rapidement, pour résumer, une mission d'infiltration. Nous attendions que le terroriste sorte d'un endroit et nous écoutions la radio, parce qu'en fait, vous savez que ça demande beaucoup de patience, ce travail-là. Donc, nous attendions tranquillement que la personne sorte. Et en écoutant la radio, on entend une journaliste sur un plateau qui dit tranquillement, en fait, que l'islam et les musulmans ne sont pas compatibles avec la République. Et là, on s'est regardé avec Yacouba. Nous, on était harnachés, ça faisait des heures qu'on attendait, on a notre arme et tout. On prend des risques, le métier de policier, souvent, on en parle comme ça, mais on risque notre vie tous les jours tout de même. Donc là, on risque notre vie, et cette femme-là, elle se permet de dire ça. Après, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va peut-être partir au resto, aller faire des cours de danse, de pilates. Que vous avez peut-être voilà. joué un Alors attentat. que nous, on va risquer notre vie. On va risquer notre vie. On s'est regardé avec Yacouba, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Allez, on pose nos flingues, et puis on s'en va, puisque finalement, nous, on n'est pas compatibles avec la République. Et là, je me suis dit, tiens, un jour, je ferai un livre pour dire quelle est cette souffrance, parce que c'est une vraie souffrance de se prendre des claques tous les jours, alors qu'on est français, et sous prétexte qu'on nous catégorise sur notre... origine ethnique, entre guillemets, donc maghrébin, ou alors notre confession, nous sommes disqualifiés. Moi, je suis désolée, je suis une Française comme tout le monde. Donc, j'ai écrit ce livre pour dire que les musulmans sont des Français comme tout le monde, et qu'à un moment, il faut arrêter de toujours nous considérer que par le prisme, parce que cette personne-là, tout de suite, elle a choisi le prisme de la radicalisation, du terrorisme, ou alors de la délinquance. Je suis désolée, nous sommes entre 6 et 8 millions de musulmans en France, les 6 et 8 millions en France, ce ne sont pas des terroristes ou des délinquants, ce sont des gens qui travaillent dans l'économie, par exemple, comme M. Aziz Seni, qui font fonctionner la France. Il y a dans toutes les thématiques, dans tous les secteurs des métiers. Des enseignants, voilà, des commerçants. voilà.
et des policiers, voilà. Moi, je suis militaire aussi. Voilà, je suis musulmane, je respecte les lois de la France et je les fais respecter. Sur ce sondage justement de l'IFOP et notamment à l'égard des jeunes, où ça fait beaucoup de tapage sur ces jeunes qui expliquent que pour eux, les lois de Dieu, ou plutôt Dieu est au-dessus. Déjà, qui sont ces jeunes? Des lois de la République. Voilà, c'est qui les jeunes? On parle tout le temps des jeunes, moi je veux savoir c'est qui les jeunes déjà d'une. Parce que moi, ça me parle pas, les jeunes. Voilà. Ensuite, ils ont été interrogés comment, sur quoi. Moi, vous savez, je suis très, très méfiante par rapport aux instituts de sondage. Et voilà. Donc moi, déjà, les questions. Comment sont posées les questions et tout ça. Ensuite, la charia, mais de quoi? Mais de qui sait que qui sait ce que c'est que la charia déjà? Moi, j'aimerais bien savoir. Déjà, quand on voit les gens, on reparle des gens qui lisent les livres à 2 €, vous pensez qu'ils savent ce que c'est que la charia? Il y en a plein qui racontent n'importe quoi, qui ne connaissent absolument rien dans l'islam. Et pour une fois, on les interroge, ils vont aller dire n'importe quoi. Moi, je vous dis un truc, c'est que ça aussi, c'est très important, parce que souvent, sur les plateaux TV, on me dit, mais il en faut de plus des gens comme vous qui viennent s'exprimer. Pourquoi les musulmans ne s'expriment pas sur les thématiques comme ça? Mais arrêtez aussi de nous appeler à chaque fois qu'il y a ou un attentat ou des problématiques. Je sais pas, moi, on aimerait bien aussi être un peu interrogé sur le Covid. On peut être, parce qu'en fait, mais oui, parce qu'en fait, on est des plans de relance, sur les retraites. Non, mais je veux dire, je sais pas, moi, sur la fête de la musique, on est des Français, quoi. C'est comme si nous, tous les matins, on se lève et on se dit, bah tiens, alors, voilà, qu'on est là en train de s'interroger sur l'islam en France. Enfin, je veux dire, c'est pas notre préoccupation, en fait, en vérité, l'islam en France. Nous, c'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est de avoir un boulot pour pouvoir nourrir nos enfants, avoir des enfants qui réussissent dans leur vie, enfin bref, une vie tellement banale. Il n'y a rien à ajouter, je pense. Là. C'est bon, là je vous laisse maintenant le... Ce témoignage, il est frais, ça fait du bien. Exactement. Ça change des vous la laissez pas parler, mais quand elle parle, elle prend la parole. Ça fait du bien, parce que quand on allume les chaînes info et qu'on a ces représentantes, je ne vais pas donner de nom, mais je pense à Zineb, par exemple, je donne quand même un nom. Ça fait du bien. Tu veux parler de Zineb El Razaoui. Ça fait du bien. On se dit, bon, on a des femmes qui... elle est très modeste, il faut lire le livre. Elle a un parcours de malade. Je le rappelle, agente d'élite. Elle est championne de boxe. Elle le dit pas, je peux vous dire, faut pas mal lui parler, sinon ça finit mal. Non, je dis ça en plaisantant. Mais elle a un parcours exemplaire. Elle a joué sa vie sur des opérations. Sa vie, c'est Netflix, c'est une série. Des choses qui se sont jouées à quelque chose près où elle aurait pu laisser sa peau. Pourquoi? Pour défendre un drapeau, pour défendre des valeurs. Et c'est des personnages comme ça qu'il faut mettre en avant. Mais aujourd'hui, les chaînes et les médias dans leur grande globalité, et je parle essentiellement des chaînes info, mais pas que, même le service public commence à s'y mettre, préfère ce qu'on appelle des gens segmentants. Du clash. Des gens du clash, du buzz. Mais c'est pas ce dont on a besoin. Un profil comme Nora, il n'est pas apaisant, il donne pas envie, il fait pas rêver des tas de jeunes filles qui se disent, moi aussi un jour, en tout cas, il apporte de la nuance. Ouais. C'est génial. Moi, bravo, madame. Bravo. Il n'y a rien à dire. Merci. Non, moi, je veux une fille j'ai juste envie de lire le livre. Vraiment, j'ai envie de lire le livre. Non, ça fait du bien, il faut le dire. Que ça a été dit encore une fois, c'est un peu à contre-courant du temps, là. Il n'y a pas de clash, etc. Elle a raison de dire qu'il ne faut pas uniquement appeler ces profils-là quand il y a des sujets qui concernent la sécurité intérieure ou le terrorisme, etc. Qu'ils ont beaucoup plus à apporter. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire aussi, si elle n'aurait pas fait la démarche d'écrire ce livre, j'imagine qu'il y a encore plein de collègues à elle. On l'aurait pas découverte. On l'aurait pas découvert. Donc, je les invite à s'engager. Je ne vais pas faire le politicard pour dire dans les partis, etc., parce que c'est un peu ma vie militante à moi, mais il y a plein d'autres formes d'engagement. Là, c'était à travers un livre qui a été fait. Ça se fait beaucoup. La culture, la société, etc. Pas uniquement que le sport, le foot, parce que voilà, on a un peu l'habitude. On en a déjà, mais donc je les invite à faire cette démarche également. J'interviens sur un certain nombre de territoires en tant que président de France Fraternité. Je l'ai fait en tant que directeur général de France Terre d'Asile. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est cette coupure mentale qui existe chez un certain nombre de jeunes gens qui habitent à 5-10 km du périphérique. Je me souviens d'une intervention dans un lycée avec de jeunes décrocheurs et à qui je proposais une rencontre au musée de l'immigration. Qui se trouve Porte de Dorée. Qui se trouve Porte Dorée, très bel endroit.
Et j'ai été frappé par leur réaction. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire dans un musée? Qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire à Paris? Et donc, c'est une construction mentale et qui doit nous interroger. Comment on a laissé faire cela nos enfants, nos compatriotes? Parce que ce sont nos compatriotes. Et ça, j'aborde toujours cette question avec beaucoup d'émotion et c'est un combat pour moi permanent. Parce que je crois que justement, il faut faire sauter ces barrières-là qui existent et qui sont l'ouverture à toutes les dérives. C'est pour ça que je parle d'éducation et de transmission. Nora? Oui, tout à fait. C'est ce que je disais. Il y a même... Les gens sont tellement... intériorisent tellement tout ce qu'ils entendent, cette jeunesse-là, elle intériorise tellement que finalement, elle s'auto-exclut. C'est terminé pour moi. C'est-à-dire que même pour prendre un ticket de métro pour aller du 93 à Paris, eh ben non, ils disent mais pourquoi y aller? J'ai pas ma place là-bas finalement. Ils le verbalisent pas. Hein. Et c'est pour ça que ça... Ils y vont à plusieurs, en groupe, en termes de razzia. Et donc, qui est un terme arabe, hein, razzia. Hein? Oui, c'est une forme d'autocensure, mais c'est les constructions. Et puis, encore une fois, les médias contribuent à cela, les discours ambiants, les politiques. On a besoin de discours positifs. Vous savez, moi, je milite pour la construction d'un rêve français, que tous les gamins, où qu'ils soient, en zone urbaine ou en zone rurale, puissent se dire un jour, j'y arriverai, quelle que soit ma condition, quelle que soit ma religion, je peux y arriver. Cet ascenseur social, je vais le prendre. Et Nora, elle fait partie de ces exemples et de ces modèles qu'il faut mettre en avant. Moi, quand j'entends qu'il faut mettre Zineb en Marianne, mais moi, 1000 fois, je vote pour Nora en Marianne, 1000 fois. Elle va faire rêver des gamines. C'est une femme, c'est une battante. Elle se bat pour un pays, pour des valeurs. J'ai pas envie. Non, mais c'est. Non, mais je vais à un moment donné, je suis obligé de réagir. Alors, même si on partage pas. Peut-être après la pub, je suis pas sûr que ce soit nécessaire de faire un laïus sur Zineb El Razaoui. Pas que sur Zineb, mais ça fait partie du débat démocratique. Alors, on revient juste dans un instant avec Ergun Toparslan qui veut parler de Zineb en Marianne, juste après la pub. De retour dans l'actu autrement avec nos invités, Pierre-Henri, Nora Lakéal, Ergun Toparslan et Aziz Seni. Alors Ergun, tu t'es levé juste avant la pub pour pouvoir défendre Zineb El Razaoui sur cette question de Marianne. Alors on t'écoute. Au-delà de la personne, moi je pense que ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est de dire qu'on a là deux femmes qui ont des origines diverses et qui s'engagent pour des idées et des combats qu'elle juge importante pour elle-même et plutôt que d'aller dans un jugement de valeur l'un ou l'autre, je pense que la France, c'est une chance pour la France d'avoir ce genre de profil. Ça fait partie des débats démocratiques. N'ouvrons pas. Très bien de comparer. Elle va être gênée, mais moi je compare jamais une Ferrari avec un Vélib. Je vous le dis tout de suite. N'ouvrons pas la boîte. Je vous laisserai maître de vos propos. C'est pas nécessaire. Moi je voulais juste. On va terminer juste sur. Oui, pour revenir là-dessus et surtout rapidement parce qu'on a le troisième sujet. Très vite par rapport à la portée du discours du président, c'est ce qui a été dit tout à l'heure dans le propos introductif avec ces fameuses librairies qui sont les seuls endroits de culture dans certains endroits, etc. et des coûts des bouquins qui sont très bas. C'est justement ce travail-là qui doit être fait à travers ce discours-là, après ce discours-là. Pourquoi ? Parce que concrètement là-dedans, l'offre qui existe uniquement en termes de culture religieuse ou autre, elle est unique. Et surtout, elle est pas chère. Très souvent, maintenant, ils sont à 2 €. Moi, quand j'étais jeune, c'était des livres gratuits. Ok, très bien. Alors, sur changement de sujet, changement d'ambiance, une enquête, et encore que, une enquête de l'IFOP fiduciaire pour le JDD et Sud Radio a été réalisée pour mesurer le climat électoral à 18 mois de l'élection présidentielle. On apprend que le binôme Emmanuel Macron et Marine Le Pen domine encore le match de cette élection et que selon plusieurs configurations, Marine Le Pen peut arriver en tête au premier tour de l'élection entre 24 et 27% des intentions de vote et 23 et 26% pour Emmanuel Macron. J'aurais voulu vous faire réagir sur, alors on en parlait un petit peu tout à l'heure sur le climat, mais j'aurais vous faire réagir sur ce sondage. Nora, je vous sens presque... Ah bah moi, écoutez, désolée d'entendre ça. Sur un verbal était intéressante. Exactement. Elle était reculée dans le siège, les bras croisés. Elle est fâchée là. Mais non, mais en fait, vous savez, moi, donc je vous dis, hein, comme je suis, sous, j'ai une obligation de tenue en réserve. Je peux pas commenter de la politique.
Mais bien évidemment, je pense que j'ai pas besoin de parler pour que vous compreniez ce que je voudrais dire. Très bien. Voilà. Alors, Pierre-Henri. Alors, nous sommes à 18 mois de l'élection, c'est loin, et il faut se souvenir des sondages qui avaient lieu, par exemple, avant la dernière élection présidentielle. Maintenant, le Front National ou le Rassemblement National est inscrit dans le paysage politique deux fois français. au deuxième tour, quand même. Oui. Et sur fond de crise économique, de crise sociale, de crise culturelle. Donc, vous avez un courant à qui les forces politiques une population, à qui les forces politiques ne parlent plus et qui ont le sentiment d'être simplement représentés par le Front National. C'est qu'un vote de contestation. Mais je pense qu'il y a un vote de contestation et un vote d'adhésion à des idées toujours aussi malsaines. Maintenant, il faut se rappeler que l'élection présidentielle, c'est 2 tours. Et qu'il y a toujours un plafond de verre. Mais attention, le danger est là. Et si le Front National recueille plus de 40% des voix à un deuxième tour, c'est tout de même un énorme problème pour ensuite gouverner le pays et l'emmener sur des chemins d'ouverture. Aziz Seni. Oui, il y a plusieurs choses qui me choquent dans l'ambiance générale. Le premier point, c'est qu'on ne s'émeut plus de voir des résultats comme ça. Le Front National, le Rassemblement National, l'extrême droite au deuxième tour, c'est devenu d'une banalité. Les humanistes se taisent, les républicains se taisent, c'est normal. En même temps, il faut dire que les médias et les différents partis politiques font tout en termes de stratégie pour se retrouver face au Front National en imaginant que la digue républicaine va encore tenir. Elle s'effrite, elle va bientôt s'effondrer et il n'y aura plus ce cordon sanitaire dont parlait Jacques Chirac si bien et qu'il a si bien tenu et dont les successeurs ont l'ont un petit peu malmené. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que moi, je m'inscris en faux. Il fut un temps, je pensais que les électeurs du Front National étaient des victimes, que c'était un vote de contestation. Non. C'est un vote d'adhésion. Vous allez sur le terrain, vous discutez avec les gens, ils adhèrent sans culture, ils adhèrent sans savoir quels sont les fondamentaux de l'extrême droite. Il y a des études qui sont faites, les électeurs du Front National sont ceux qui sont le moins éduqués. Donc il y a un lien direct entre éducation et vote à l'extrême droite. On peut dire... C'est la deuxième fois que vous dites ça à ce micro et ça fait beaucoup réagir quand vous le dites. Ce sont des études très claires, vous pouvez la retrouver sur Internet. Il est très clairement, ces cartes électorales qui sont... Non, vous savez, Bernard Tapie, pour le citer, disait si le Front National est un parti de salauds, alors ceux qui votent pour le Front National sont des salauds. C'est aussi direct, je ne le dirai pas comme ça, mais il y a un petit peu de l'idée. Mais enfin, vous avez 25% de la population française qui vote pour le Front National. Des votants, oui. Mais enfin, sur la présidentielle, vous avez 85-86%. J'arrivais sur un autre sujet, c'est que les votes à l'extrême aujourd'hui, si on prend Madame Le Pen plus Monsieur Mélenchon, quand vous additionnez les deux, ça fait quand même la majorité du corps qui s'exprime. Il y a aussi un autre sujet dont on ne parle pas dans ces études-là, c'est l'abstention. C'est les gens qui disent « Moi, j'ai plus envie de m'en occuper de tout ça. Ça ne m'intéresse plus. On ne me donne plus envie. » Ce que je veux dire, c'est que la réussite n'est pas aujourd'hui à la hauteur la réussite de la demande du Front National et la réussite, si je puis me permettre cette expression, la réussite de l'abstention, c'est l'échec de tous les autres partis. C'est parce que les autres sont des bons à rien que Le Pen et l'abstention réussit. Excusez-moi d'être aussi direct. C'est parce que les autres ont échoué. Je vote Front National parce que je trouve plus de boulot. C'est très simpliste, c'est très direct. C'est pour ça aussi, encore une fois, que je donne totalement raison et du crédit à ces études qui disent que l'électeur du Front National n'est pas très éduqué. Ouvrez des bouquins, élevez le niveau. Ergun Toparslan, vous pensez que Emmanuel Macron a tout fait justement pour polariser cette élection et avoir en face de lui Marine Le Pen, mais qui va quand peut-être j'étais jadis militant socialiste, c'est ce qu'on reprochait à François Mitterrand. Ça fait 30 ans, c'est un argument. Apparemment, c'est l'adversaire. Des fois, les bonnes techniques, les bonnes anciennes pour des techniques partis républicains. Moi, je suis pas trop sûr. Moi, j'aime pas jouer avec le Front National. J'ai grandi dans une culture où
la première fois, c'était une législative, je crois, à Marseille en plus, le FN faisait plus de 30%, il y avait des rappeurs, ils faisaient des chansons, c'était tellement choquant. Et là, on est dans des élections présidentielles et on est habitué, on va être habitué pour un certain temps, je pense, à avoir le Front National très haut placé. Il y a quelques temps, au début de mon militantisme à moi, le Front National, on le combattait en disant que c'était un fait non politique, c'est-à-dire que c'était uniquement dans un fait contestataire, en termes de propositions et de gestion, ils n'étaient pas terribles. Sauf qu'entre-temps, ils ont gagné pas mal de villes, ils ont eu pas mal d'élus dans des régions, et aujourd'hui, j'ai pas envie de dire légitimement, mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, surtout que je suis de la région Grand Est, ils visent à gérer des instances régionales et départementales. Et le risque, il est là. Derrière le combat contre le Front National... Le risque, il est quoi? C'est de montrer qu'ils sont en capacité de tenir, de bien gérer des villes? Bah, en fait, il faut regarder... c'est inquiétant ce que vous dites. Bah ouais, c'est inquiétant, sauf que quand on regarde l'histoire politique italienne, qui a souvent un petit cycle d'avance sur celui de la France, dans la démocratie et dans la vie politique, l'arrivée au pouvoir de la droite extrême, qui est en vrai une vraie extrême droite là-dedans, elle est montrée du doigt. Et le Front National, quand on voit le vote populiste qui augmente en Europe, veut surfer sur cette vague. Après, ça suffira pas. En tout cas, moi, je jouerai jamais, malgré que je sois un soutien du président Macron, jamais avec... Donc vous admettez que c'est un peu, ça a été un peu la... Non, moi, je suis malgré... Non, mais ça a été un peu la stratégie du président. Je vous le dis, non, pas du tout. Moi, je préférais clairement avoir un deuxième tour entre le président Macron et un candidat, que ce soit de la gauche ou de la droite. Alors là, apparemment, Xavier Bertrand serait crédité de 16% dans certaines configurations rien ne se passe jamais comme prévu en politique. On est d'accord. Attention. Mais ça reste quand même une photographie à aujourd'hui. C'est un socle. On a Barouin qui décrocherait et qui tombe à 14%. Pour le moment, il n'est pas encore candidat, mais pourtant, dans le sondage, il est quand même pensé. Avec un Jean-Luc Mélenchon qui n'arrive pas en fait à se classer au premier tour, peu importe les configurations. Et Yannick Jadot crédité de 6,8, donc lui qu'on attendait parfois comme homme providentiel, c'est pas si clair, pas si net que ça. Vous avez vu de la fin pour réagir sur les villes qui ont été prises par les Verts, à Lyon, le Tour de France, le sapin à Bordeaux, ça donne pas très. Donc ça a redescendu l'enthousiasme. Après, pour clôturer, Pierre-Henri. Oui. D'abord, 30 secondes. Alors, simplement, nous sommes dans un moment populiste. Et pas simplement en France, mais dans le monde entier. L'Amérique, le Brésil, et évidemment, nous en avons les secousses en Europe. Et donc, Le Pen est aussi la représentante de ce courant populiste qu'il nous faut combattre. L'émission touche à sa fin. Merci à nos invités de ce soir, Pierre-Henri, Nora Lakéal, Ergun Toparslan et Aziz Seni. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site beurrefm.net. À la semaine prochaine, vendredi, même heure, même fréquence, avec Malik Etou cette fois-ci, l'actu autrement, 17h sur Beurre FM. À la semaine prochaine. Merci. Retrouvez l'actu autrement tous les vendredis de 17h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.